Bonjour tout le monde, on va faire aujourd'hui un nouveau cours, un cours important, les sepsis à bacilles négatif, les BGN. Les objectifs pédagogiques de ce cours, c'est surtout connaître les nouvelles définitions d'une bactériémie, sepsis, les chocs septiques, connaître et savoir dépister rapidement un sepsis, un choc septique en utilisant les nouveaux scores, le score, le Quick SOFA et le score SOFA, savoir initier une thérapeutique urgente en phase d'un sepsis, un choc septique, et connaître les principes d'antibiothérapie au cours d'un sepsis ABG. Notre plan au départ, on va essayer de donner les nouvelles définitions, parler un peu d'épidémiologie et insister surtout sur la physiopathologie, les signes cliniques, comment poser un diagnostic d'un sepsis ABGN, d'un choc septique, et surtout la conduite à tenir devant un sepsis et un choc septique. Les bacilles négatifs, les BGN, occupent une place très importante en pathologie infectieuse. Ils sont généralement rattachés au sepsis, c'est pour ça notre cours c'est sepsis à BGN, c'est les premières causes de sepsis. Ils sont responsables de plusieurs pathologies, à savoir les infections urinaires, les diarrhées, les péritonites et autres. Leur incidence est en train d'augmenter, surtout avec la multiplication des moyens d'exploration, des moyens d'intervention chirurgicale au niveau des hôpitaux. Ce qui fait qu'ils ont une part importante, d'une part, dans l'infection, la pathologie communautaire, et aussi dans la pathologie nosocomiale. Le problème, alors, c'est la gravité, parce qu'il y a un risque élevé d'évolution de ces sepsis ABGN vers une complication très redoutable, c'est le choc septique, avec un risque de mortalité à 43%. Le deuxième problème qui pose les bacilles négatives, c'est la résistance des germes aux antibiotiques, surtout en milieu hospitalier nosocomial. Ce qui fait au départ, on va parler des nouvelles définitions, parce qu'il faut savoir, les définitions changent avec le temps. Dans cette décennie, c'est 2-3 fois. Au départ, on parlait de septicémie à BGN. Le mot septicémie n'est plus d'actualité. On parle actuellement plutôt de bactériémie, de sepsis et de choc septique. C'est quoi la bactériémie? C'est la présence de bactéries viables dans le sang. C'est-à-dire, si on fait des hémocultures, on trouve un germe dans le sang. Les bactériémies, il y a deux sortes de bactériémies, les bactériémies non pathologiques et les bactériémies pathologiques. Les bactériémies non pathologiques, c'est des trucs asymptomatiques, transitoires, en brossant les dents, après un geste d'extraction dentaire, une endoscopie digestive, une mise en place de sonde urinaire. Par moment, quelques bactéries, des PGN, ou n'importe quelle bactérie, peut passer dans le sang, mais rapidement, l'organisme va réagir et va éliminer. C'est asymptomatique, c'est transitoire, il n'y a pas de syndrome infectieux. Le deuxième type de bactérémie, c'est les bactéries pathologiques. Là, par contre, il y a une infection, il y a une décharge massive de bactéries dans le sang à partir d'un foyer infectieux. Ça peut être des décharges intermittentes, par exemple dans la fièvre typhoïde, pardon, par exemple dans les endocardites, ou des décharges continues comme les septicémies à fièvre typhoïde. C'est-à-dire, en conclusion, c'est la présence de germes dans le sang, mais ce n'est pas la signification du sepsis. Alors, c'est quoi le sepsis? D'une part, lorsqu'il y a une infection suspectée, avec plus ou moins une atteinte d'un organe, par exemple une cystite, une inflammation de la vessie, on peut avoir une fièvre, des frissons, mais la réaction de la hôte envers cette infection, elle est adaptée. Ça reste une infection. Une infection. On va parler
d'un sepsis lorsque la réaction de la hôte, elle est désrégulée, elle est excessive, extensive et inadaptée à cette infection, qui va causer une défaillance d'un ou plusieurs organes. On va expliquer après, on va plus détailler sur le volet de la physiopathologie. C'est toujours les nouvelles définitions 2016. Sepsis, c'est un dysfonctionnement d'organes secondaire à une réponse inappropriée de l'hôte envers une infection. Ce n'est plus l'ancienne définition de septicémie ou SRIS. Ils ont été, à partir de 2016, remplacés par la nouvelle définition. C'est-à-dire il y a un foyer infectieux, mais il y a des organes qui vont souffrir. Et cette réponse inappropriée de l'organisme qui va donner la définition, on va toujours la détailler après sur la physiopathologie et sur le diagnostic. Donc la définition du choc septique, c'est une forme plus grave de cette réponse immunitaire. Le pronostic vital, généralement, il est engagé avec mortalité plus de 40%. Il s'agit d'une urgence thérapeutique. Comment on définit un choc septique? C'est la présence d'un sepsis avec un besoin de donner des drogues vasopressives pour maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mmHg, ou bien des lactates supérieurs à 2 mmol. Si on conclut, c'est quelqu'un qui fait une hypotension, un état de choc. On doit le remplir, mais malgré un remplissage adéquat, la tension, pression artérielle moyenne ne s'élève pas et on est obligé de donner des drogues vasopressives pour élever cette tension. Ça donne la définition d'un choc septique. On va revenir après sur ces deux définitions avec plus de détails. Alors, c'est quoi ces germes en cause, ces BGN? Les BGN, généralement, c'est des bactéries qui sont présentes naturellement dans la flore intestinale normale de l'être humain. Et elles peuvent être d'origine un réservoir animal ou elles peuvent être présentes dans un environnement. Les principaux germes appartiennent à la famille des entérobactéries. À la tête, l'Escherichia coli, très fréquente, responsable de beaucoup d'infections, surtout infections urinaires, à portée urinaires, digestives. Le Klebsiella, avec des portes urinaires, toujours urinaires, digestives, parfois pulmonaires. Les entérobactéries, c'est plutôt des portes d'entrée pulmonaires d'origine nosocomiale. Serratia, Proteus serratia, c'est des bactéries qui vivent dans l'environnement hospitalier. Autre famille, c'est le Pseudomonas aeruginosa. C'est une bactérie qu'on va trouver dans l'environnement hospitalier, qui se développe dans le sol, le milieu humide, l'environnement, les robinets, les tuyauteries, et les actinobactères, toujours dans l'environnement hospitalier. Ces germes, surtout les germes du milieu hospitalier, c'est des germes généralement très résistants. Ils ont développé une résistance aux antibiotiques et qui pose un problème sérieux dans leur prise en charge. Alors, comment l'être humain ou la personne va être contaminée par ces BGN? Les portes d'entrée, la principale cause des sepsis à BGN, c'est l'infection urinaire. Et on a vu que l'Escherichia coli joue un rôle important. Déjà, à elle seule, elle est responsable de 80% des infections urinaires. Dans un milieu communautaire, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital, c'est plutôt des cystites qui peuvent évoluer vers des pyélonéphrite. Dans le milieu hospitalier, c'est plutôt les interventions urologiques, chirurgicales et manœuvres sont urinaires. On peut être contaminé par des BGN et surtout des BGN intra-hospitaliers. Les portes d'entrée digestives, dans le milieu communautaire, ça peut être un ulcère perforé, une appendicite, un cancer, une rectocolite, sigmoïdite, diverticulite. Et dans les milieux hospitaliers, ça peut être un geste opératoire qui peut être une porte d'entrée pour des BGN hospitaliers. Dans la porte d'entrée peut être biliaire, des cholécystites, des angiocolites avec des obstructions biliaires calculeuses ou cancéreuses.
Pour les sujets des cirrhoses, les cirrhoses au niveau du foie, il y a un shunt qui va permettre le passage des BGN qui sont présents dans le tube digestif vers la circulation. Des portes d'entrée gynécologiques, comme ça peut être des avortements provoqués, des interventions, des fausses couches, des infections du voie génitale, qui peuvent être une porte d'entrée pour ces BGN. Il n'est pas rare de trouver des portes d'entrée cutanées, surtout s'il y a abrasion de la barrière cutanée, c'est-à-dire des escarres, des brûlures, des ulcères de jambes chroniques. Ça peut être une porte d'entrée, surtout en milieu hospitalier. Pulmonaire, pour l'éclampsie pulmonaire, ça peut être une porte d'entrée, mais surtout au niveau intra-hospitalier, les intubations, les aspirations, peut être une porte d'entrée pour les BGN. Les portes d'entrée nosocomiales, pour les malades hospitalisés, toutes les voies sont possibles pour avoir une infection à BGN, que ce soit des cathéters, des sondes vésicales, des trachéotomies, des sondes d'intubation. Donc, pour les sepsis communautaires, en résumant, c'est plutôt les portes d'entrée urinaires et digestives, principalement c'est E. coli. Et pour les sepsis nosocomiales, ça concerne surtout certains services à haut risque, services de réanimation, d'oncologie, hématologie, de chirurgie, où il y a une présence pratiquement quasi quotidienne de germes intra-hospitaliers multirésistants, ce qu'on appelle les superbactéries, avec des BLSE sécrétaires qui sécrètent des bêta-lactamases. On a le coli, le pseudomonas et la cyanobactère, qui va compliquer encore plus la prise en charge à cause de ce problème de résistance d'antibiotiques. Alors, c'est quoi les facteurs favorisants? Qu'est-ce qui va favoriser une personne ou un patient à faire ce sepsis à BGN? C'est des infections à BGN. Il y a toujours des terrains qui sont plutôt favorables. Les sujets diabétiques sont prédisposés à faire ces infections. Les cirrhotiques, on a vu que les cirrhoses, à cause de ce shunt, il y a un passage des bactéries. Les gens immunodéprimés, surtout avec une leucopénie sévère, soit à cause d'un cancer, soit à cause d'un traitement immunosuppresseur. Les gens qui sont hospitalisés avec des dispositifs invasifs, les tubes endotrachéales, les intubations, les cathéters, les sondes urinaires, les drains, toutes sortes de matériel étranger est favorable pour être une porte d'entrée pour ces fameux BGN. Il y a d'autres types de patients qui, à cause d'un traitement antibiotique à large spectre, qui va causer un déséquilibre de la flore intestinale et qui va favoriser une sélection de quelques souches résistantes de BGN qui peut faire une infection. La même chose pour les gens qui sont sous corticothérapie. On arrive au volet de la physiopathologie pour comprendre le mécanisme des sepsis et des jours septiques. Il est important déjà de connaître la normale. Donc, devant une infection, avec une réaction de l'organisme adapté. C'est dans les normes lorsqu'il y a une agression, une petite infection, on va parler par exemple d'une cystite, il y a des germes, et les pathogènes sont reconnus par les cellules épithéliales au départ et les macrophages. Et là, il y a l'activation des médiateurs inflammatoires, surtout cytokines, NO, qui vont recruter et activer les phagocytes. Il y aura une hyperperméabilité, une petite vasodilatation locale, et qui va faciliter le recrutement des autres cellules immunitaires. Il y a une activation complément et de la coagulation. Ça va former un petit caillou pour essayer d'immobiliser immobilisation du pathogène à l'intérieur de ce caillou. Et enfin, c'est l'élimination par le pathogène par une phagocytose. C'est une infection, réaction adaptée. Il y a une petite infection, l'organisme réagit normalement, c'est local, c'est rouge, c'est chaud. La bataille, ça va se faire là, localement. Et rapidement, on va maîtriser cette infection. Ça, la réaction normale.
Dans le sepsis, c'est une autre histoire. C'est une réaction qui est anormale, qui est excessive, qui est déséquilibrée et extensive. C'est-à-dire tout ce qu'on a vu dans la première planche, où c'est une petite réaction locale, il y a une petite vasodilatation, une petite sécrétion de cytokines, un petit problème de coagulation pour former un thrombus. Là, tout est exagéré et extensif. Au lieu d'avoir quelques sécrétions de rôle, on a pratiquement une pluie de cytokines, sécrétion importante de cytokines. L'inflammation, elle est très importante, elle est excessive, elle devient disséminée. Et ça ne va pas concerner que la région où il y a l'infection. Vu l'ampleur de ces sécrétions, c'est tout l'organisme qui va toucher. C'est-à-dire, si on avait au départ une petite vasodilatation locale qui permettait de recruter la rôle, là, c'est une hyperperméabilité capillaire, ça va donner carrément une hypovolémie vraie. La vasodilatation excessive, ça va donner une chute de tension, ça donne une hypovolémie relative. Et cette coagulation qui devait être localisée, ça devient localisée généralisée. Il y a beaucoup de microthrombes qui vont se former et ils vont consommer beaucoup de plaquettes. Et ça donne une coagulation très excessive. C'est quoi le résultat de cette réaction inappropriée, anormale? Il y aura des troubles de microcirculation diffuse et les cellules vont souffrir avec une diminution de l'apport d'oxygène. Pourquoi on a cette réaction excessive? Pourquoi on n'a pas une réaction normale? Ça peut être expliqué par des souches. Des fois, des souches sont très virulentes et elles peuvent causer cette réaction incontrôlable. Des fois, c'est le site. L'inoculum est important. Par exemple, une péritonite, c'est une urgence. Une péritonite, c'est tout l'abdomen, tout le mésentère qui est infecté, plein de pus. Là, la réaction est très très exagérée, rapidement, ça se développe vers un sepsis et un choc septique. Des fois, c'est problème génétique. La polyphénie génétique, c'est plutôt la hôte qui est prédisposée à faire ce problème. Des fois, la cause de cette réaction, c'est la pathologie sous-jacente. On a vu que les immunodéprimés, les diabétiques, ils peuvent réagir autrement qu'un être immunocompétent. Et surtout les immunodépresseurs qui veulent favoriser cette réaction. Donc, si je résume la situation, c'est si je fais donner un exemple pour mieux éclaircir ce phénomène. Et pour rapprocher, je vais citer un autre exemple qui n'est pas pareil, mais c'est plus pour mieux comprendre le phénomène. C'est comme quelqu'un normal qui va être piqué par une abeille. C'est le venin de l'abeille. On a localement seulement on a une petite réaction rougeâtre avec une petite douleur. Mais d'autres personnes ne vont pas réagir de la même façon. D'autres personnes, ils peuvent faire une réaction exagérée, inappropriée à cette piqûre, qui peut aller jusqu'à le choc anaphylactique, un œdème de Quincke et même vers le décès. C'est la même chose pour le sepsis. C'est en temps normal, on doit réagir d'une façon normale, mais dans le sepsis, il y a une réaction importante, inappropriée, qui peut aller jusqu'à des formes graves dans le sepsis. La même chose pour l'inoculant, c'est la même personne qui a été piquée par une abeille, elle va faire là, mais si c'est la même personne est piquée par une centaine d'abeilles, elle va faire probablement un état de choc. C'est l'inoculum qui joue aussi un rôle s'il n'y a pas d'autres facteurs. Donc, les conséquences de cette réponse déséquilibrée excessive, il y a le pathogène, un foyer infectieux, atteinte d'un organe, il y a la sécrétion des médiateurs, les cytokines inflammatoires, médiateurs inflammatoires, il y a une fuite capillaire, une vasodilatation excessive et qui va toucher, ça donner une hypovolémie et une hypoperfusion des tissus. La coagulation, il y a une formation de plusieurs microthrombes.
Cette situation va donner automatiquement être responsable d'une diminution d'un apport de l'oxygène. Et automatiquement, les cellules vont switcher vers le cycle de Krebs et qui va augmenter, on aura une augmentation des lactates. C'est pour ça qu'on verra après que le dosage de lactate est très important de faire la part des choses entre un sepsis, un choc septique. Il a dans le score qu'on va faire après, le dosage de lactate est très important pour savoir l'état des lieux. Et tout ça va donner une défaillance d'organes, un ou deux organes. C'est toujours des organes nobles, que ce soit les reins, le foie, le cerveau, les poumons qui vont souffrir. Ce qui fait devant cet état inflammatoire important, sepsis, on peut avoir des signes précoces. Il y aura des signes précoces de compensation. Le cœur, il va essayer de combattre cette hypovolémie, une tachycardie réflexe, pour essayer d'élever le débit sanguin, élever la tension. Il y a toujours cette tachycardie. On peut voir des barbures cutanées, des extrémités froides, cyanosées, avec un taux de recoloration supérieur à 3 secondes. C'est une petite vasoconstriction au départ. L'organisme essaie de privilégier les organes nobles, surtout le cerveau. Et cette vasoconstriction des extrémités, ça donne ce marbre, cet aspect en marbre. C'est très évocateur d'un signe de sepsis et d'un signe de choc clinique. Déjà là, on pense qu'il y a un problème. On a vu que l'organisme essaie de compenser cette hypovolémie par une tachycardie. Tous ces critères, on va les retrouver dans les scores. Les poumons vont essayer de ramener plus d'oxygène parce qu'il y a une hypoxie. Cette polypnée, on a une polypnée compensatrice de l'acidose lactique, parce qu'il y a beaucoup de lactate, on essaie de compenser. Et le rein, c'est parmi les premiers organes qui vont souffrir par cette diminution de débit sanguin. Et on a pratiquement une oligurie et réduction du flux à cause pour privilégier surtout les organes nobles, à savoir le cœur et le cerveau. On passe maintenant à la clinique, puisque notre cours, c'est les sepsis à bacille-gram négatif PGN. Il faut savoir qu'en matière de clinique, il y a un polymorphisme des signes cliniques. Ça va dépendre. Selon les sites d'infection, si on a cité des signes d'infection urinaire, on aura des signes urinaires. Pour la curie, de brûlure des douleurs lombaires. S'il y a des signes de la porte d'entrée est pulmonaire, au premier plan, ce sera des signes cliniques pulmonaires, une toux, une dyspnée. Si la cause elle est digestive, les signes cliniques, ce sera des signes digestifs. Si c'est une appendicite, une péritonite, une angiocolite, cholécystitis, c'est douleur abdominale, chaque signe, on ne peut pas détailler tous les signes, c'est selon la porte d'entrée. La clinique sera selon la porte d'entrée. Ça va dépendre du pathogène en cause et la pathologie sous-jacente. Ce qui fait, c'est un peu compliqué. On verra avec un tableau après, un petit résumé. Ce qui est important, c'est essayer de détecter les signes précoces qui vont alerter vers un sepsis. Parce qu'on a vu que l'organisme essaie de compenser cet état d'alerte, cette hypoperfusion, cette hypooxygénation par une tachycardie, par une polypnée. Déjà, si on trouve le patient, il est polypnéique, il est fébrile, il fait une hypotension, il est oligurique, il est un peu confus. La confusion, c'est très important. Ça témoigne que le cerveau est mal perfusé. Ça va évoquer que le patient il est en train d'entamer un sepsis ou grave encore un choc septique. Après, dans le diagnostic, ce sera plus détaillé comment dépister un patient qui est en train de faire un sepsis. Parce que c'est très important parce que le sepsis, en quelques heures, peut emporter le patient. Surtout par un choc septique où la mortalité, même en service de réanimation, est entre 25 à 30%. Donc, ce qui fait en résumé la clinique, on a les deux grands signes, les signes d'infection causale,
soit urinaire, que ce soit pulmonaire, que ce soit neurologique, ça dépendra de la cause de la porte d'entrée. Et surtout, deuxièmement, les signes de dysfonction d'organes qui vont témoigner de souffrances d'organes nobles qu'il faut savoir les rechercher. C'est un tableau qui va englober toutes les signes. On va essayer, par exemple, si un problème, la porte d'entrée est cardiovasculaire, une endocardite par exemple, une endocardite, des signes, des fois on a une hypotension, force des extrémités, tachycardie, l'auscultation va révéler un souffle cardiaque. Si c'est des signes, la porte d'entrée urinaire, on peut avoir une urogérie, mais des douleurs lombaires, des infections, des brûlures mictionnelles, des dysuries, ça témoigne que la porte d'entrée est urinaire. En neurologique, ça peut se compliquer de neurologique. On peut avoir des méningites, on peut faire une PL. Si c'est d'origine gastro-entérologique, c'est des diarrhées, des occlusions, un abdomen en bois, selon la fosse hiérarchie un peu douloureuse pour l'appendicite. Pulmonaire, c'est détresse respiratoire, c'est tout, expectoration, foie auscultatoire, cutanée, des marbures et un purpura. Toujours dans la clinique, essayez de rechercher les signes précoces. Surtout, on a vu, c'est les marbrures qui témoignent qu'il y a un problème d'hypotension et l'organisme est en train de lutter et fait une petite vasoconstriction au départ pour préserver le cerveau, des signes de vasoconstriction cutanée, les genoux, les coudes. C'est très important ce signe de marbrure. Il faut bien le rechercher. Si on le voit, notre patient est en train de se préparer pour faire un sepsis ou carrément un choc septique. Toujours dans la clinique, c'est vrai, le risque majeur, c'est l'évolution vers un choc septique, mais les bactéries tout nues, c'est une cause de sepsis. On peut avoir, comme d'autres infections, comme par exemple on a vu dans le cas de staphylocoque, on peut avoir des localisations secondaires. C'est-à-dire, non, ayant une infection urinaire, on peut avoir d'autres atteintes à distance, parce qu'il y a des microthrombus qui vont être déversés dans la circulation et ils vont s'égarer dans un organe. Si c'est le poumon, on peut avoir une embolie pulmonaire, une pneumonie. Dans le cœur, cette bactérémie, s'il y a un cœur qui est sain ou lésé, ils peuvent se greffer et donner des endocardites. Pour le foie, ça peut se compliquer d'abcès cérébral, d'angiocolite. On peut avoir un diabétique qui fait une infection urinaire et qui va se retrouver après avec un abcès cérébral ou carrément une méningite purulente à BGM. On a eu des cas dans le service où on a trouvé même des E. coli, des pseudomonas suite à une infection urinaire. Ça peut se localiser dans l'os articulaire, ça peut donner des spondylodistes à BG1, des arthrites. Au niveau du cutané, c'est une particularité de sepsis à pseudomonas, l'ectéma gangreneux. On peut avoir des atteintes génitales, une prostatite et épidémite. Donc, ce qui fait pour le diagnostic, ce qui est important, qui est très urgent, c'est savoir dépister rapidement. Patients qui peuvent faire un sepsis, c'est un score qui a été élaboré, c'est un score qui se base sur la clinique. Ce qui fait qu'on a un patient qui a un foyer infectieux et on a besoin de 3 paramètres. La fréquence respiratoire, l'évaluation neurologique par le score de Glasgow et la pression artérielle systolique. C'est un score très facile, très rapide. Si j'ai un patient devant moi, hospitalisé, et qui présente une infection urinaire, une infection pulmonaire, ça reste une infection, je dois dépister rapidement s'il est en train de faire. On a vu au départ que au moment des sepsis, il y a une chute de la tension, il y a une hypoxie, il y a une acidose lactique qui va s'installer à cause des souffrances des organes. Et on peut déceler ces problèmes par la fréquence respiratoire. S'il est polypnéique, il y a un problème, ce qui fait il essaie de ramener de l'oxygène et d'essayer de régler l'acidose. Si le score de Glasgow inférieur ou égal à 13,
ça veut dire qu'il y a une confusion, il y a le cerveau qui est en train de souffrir. Si le cerveau souffre, il manque d'oxygène. Et surtout, une pression artérielle inférieure ou égale à 10, à plutôt à 100 mm mercure. Ça témoigne qu'il y a une installation d'une vasodilatation qui est en train d'installer et il y a une petite hypovolémie qui est relative. Donc, si la présence de 2 critères sur 3 justifie une surveillance accrue, on doit surveiller de près ce patient, rapidement prendre en charge, rapidement le remplir et demander un avis d'un réanimateur. Et cette surveillance et ces critères, il faut les refaire chaque heure, chaque 2 heures, et surtout rechercher d'autres signes comme les marbrures. C'est très important. Le quick SOFA, c'est le score quick SOFA qui va se faire. On n'a pas besoin de laboratoire, on n'a pas besoin de bilan. On a besoin de ces 3 paramètres pour savoir est-ce que ce patient est en train ou il est à risque de faire un sepsis. Après, on peut pousser les choses pour faire le score de SOFA. C'est le score SOFA, c'est le score qui va donner la définition exacte du sepsis. Avec ce score, on va savoir est-ce que réellement le patient fait un sepsis. Pour cela, on a besoin de 6 paramètres. Des paramètres qui vont donner une idée sur la tête cardiaque, respiratoire, neurologique, l'état des reins, le foie et la coagulation. Et là, on a besoin des paramètres paracliniques, biologiques. Pour le cœur, c'est la pression artérielle médiane. Si elle est supérieure, on va donner des points selon cette tension. Si elle est supérieure ou égale à 70, c'est 0 point. Si elle est inférieure à 70, c'est 1 point. Si on a eu recours à de la dopamine avec une dose inférieure ou à 5, c'est 2 points. Supérieur à 5, c'est 3 points. Supérieur à 15, c'est 4 points. On voit l'état respiratoire, c'est la SPO2, la pression artérielle de l'oxygène au niveau du sang, la gazométrie. Sa présence, on va calculer la présence de l'oxygène. Si elle est satisfaisante, on ne donne rien. À chaque fois, elle diminue, on donne un point. Entre 300 et 400, 2 points pour entre 200 et 300, 3 points pour 100, 200. À chaque fois, elle diminue, on donne des points. Par exemple, c'est très sévère, c'est 4 points. L'état neurologique clinique, c'est très important, le score de Glasgow. S'il est bien scoré à 15, on ne donne rien. Entre 13 à 14, on donne un point. À chaque fois que le score diminue, on donne des points. 6 à 9, inférieur à 6, c'est carrément 4 points. On voit l'état des reins, c'est par les bilans, c'est la créa et la diurèse. À chaque fois que la créa elle est normale, 0 points. La créa elle s'élève, on donne 2, 3 jusqu'à donner 4 points pour une créa supérieure à 440. La même chose pour la diurèse. L'état du foie, on peut le calculer par avoir l'état de quoi, c'est la bilirubine qui va nous indiquer. Une bilirubine inférieure à 20, on ne donne rien. Selon le taux, on va donner les points. Et la coagulation, c'est les plaquettes. Les plaquettes supérieures à 150, 0 points. Et des plaquettes thrombopénie sévères, c'est 4 points. Ce qui fait, c'est des cliniques, l'état neurologique, c'est clinique, et paraclinique. C'est ces 6 paramètres avec ce tableau qui vont, on peut faire ce score de SOFA qui se fait au lieu dans un service. Si le score SOFA est supérieur à 2 points, si on a supérieur à 2, par exemple, si notre patient a des plaquettes à 50 000 déjà, il a 2 points. Si notre patient, par exemple, il a des plaquettes à 150 et neurologiquement, il score à 10, il a 2 points. Ce qui fait supérieur ou égal à 2 points, c'est lié à une infection, ce qui fait tout ce score, bien sûr, on est devant un patient qui fait une infection. Il ne faut pas mélanger avec une autre cause métabolique ou autre. Hein. On est devant un patient dans l'état de sepsis. Et ce score, il est valable pour toutes les infections, qu'elles soient à BGN. On a choisi les BGN parce que les BGN, c'est la première cause des sepsis des jours septiques. Mais c'est applicable pour toutes les bactéries,
à streptocoque, à staph, aux anaérobies et même aux fongiques et candidiques. Donc, ce qui fait SOFA supérieur ou égal à 2, lié à une infection, c'est un sepsis. Là, c'est urgent, il faut faire une prise en charge en réanimation. Je reviens à dire, la définition actuelle, sepsis, et on le confirme par ce score de SOFA. Parce que ça revient à la même définition au départ. C'est une réaction excessive, inadaptée de l'organisme contre une agression infectieuse avec une atteinte d'organes. Ce score va nous prouver qu'il y a, notamment qu'elle soit atteinte cardiaque, pulmonaire, respiratoire, neurologique, rénale ou hématologique. Donc, si on fait un résumé, on a un patient qui fait une infection suspectée. Je vais faire un quick SOFA. Je vais mesurer la fréquence respiratoire. Je vais faire évaluation de sa conscience, Glasgow, et mesurer sa pression artérielle systolique. Donc, ça pour calculer le quick SOFA. Si le quick SOFA est supérieur à 2, je dois surveiller et évaluer et essayer d'obtenir un véritable SOFA. Je vais obtenir un véritable SOFA, bien sûr, en demandant des bilans, gazométrie, FNS, bilan hépatique, la pression artérielle médiane et l'évaluation neurologique. Évaluer la conscience, la pression artérielle médiane, calculer la diurèse, calculer la lactate, les plaquettes, bilirubine et créa. Donc si j'ai un SOFA supérieur à 2, là, je dois rapidement remplir le patient pour avoir une pression artérielle supérieure ou égale à 65. On doit faire un remplissage et demander une lactémie. Parce que lactémie, on a vu que lactémie est très importante. Ça va témoigner de la gravité de la chose. Donc la nécessité de vasopresseur si j'évalue, je trouve une pression supérieure à remplir, si je remplis et toujours la pression est inférieure à 65, on est obligé de donner des vasopresseurs, des toniques cardiaques, par exemple la noradrénaline et la dopamine, pour avoir une pression supérieure ou égale à 65. Ça va, après on verra, je vais revenir. Ça, c'est la définition de choc septique. Ou bien, les lactates sont toujours supérieurs à 2 millimoles. C'est un choc septique qui nécessite une prise en charge en réanimation. Donc, si on revient à la plaque précédente, pour la définition, un sepsis est un dysfonctionnement d'organes secondaire à une réponse inappropriée de l'autre envers une infection. Donc, le choc septique, la définition du choc septique, c'est le sepsis et on a besoin de donner des drogues vasopressives pour avoir une pression artérielle supérieure ou égale à 65. C'est-à-dire, je remplis le patient, mais malgré un bon remplissage, la tension ne remonte pas, la pression médiane ne remonte pas supérieure à 65. Là, je suis obligé de donner des drogues vasopressives. Et là, si ça marche, là, on est devant le choc septique. Le deuxième critère, c'est la lactate supérieure à 2000. Ce qui fait, c'est deux qui vont faire la définition d'un choc septique. Parce qu'on a, malgré un remplissage adéquat, les lactates supérieurs à 2 millimoles et on était obligé de donner des vasopresseurs pour avoir une tension supérieure à 65. Toujours dans le diagnostic, on a évalué notre patient, on l'a mis dans un lit de soins intensifs, mais il ne faut pas oublier qu'il faut faire des prélèvements microbiologiques pour faire le diagnostic. Principalement, c'est un sepsis, il y a une bactériémie, ce qui fait qu'il faut isoler le germe, il faut demander plusieurs hémocultures, plusieurs séries. S'il fait une infection urinaire, pas d'entrée urinaire, sonde urinaire, on doit enlever la sonde urinaire, on doit faire un suivi des urines, on doit faire la culture de la sonde urinaire. S'il fait un problème pulmonaire, c'est étude cytopathologie, ou même LBA, ponction trachéale s'il est intubé. S'il y a un foyer infectieux, il fait méningite, on fait une ponction lombaire pour isoler le germe. Il fait une pleurésie, c'est la ponction pleurale. Il fait une acide, c'est ponction d'acide.
il fait une péritonite, c'est le drainage, c'est le pus qu'on va le prélever et pour faire tout ça, pour faire l'isolement du germe et surtout l'antibiogramme. On peut avoir recours à l'imagerie selon la porte d'entrée. Bien sûr, s'il y a des signes pulmonaires, c'est la radiologie thoracique. Une écho abdominopelvienne, ça va nous aider pour faire des diagnostics d'une angiocolie, d'une cholécystite, d'une appendicite. C'est bon, on a fait le diagnostic. Notre patient qui présente une infection, il est en état de sepsis. C'est une extrême urgence. Le patient, il est en hypotension, ce qui fait l'urgence principale. L'urgence médicale, c'est remplir rapidement notre patient. On donne des expansions volumiques 30 cc par kilo de cristalloïdes dans les 3 premières heures. Et on poursuit le remplissage et on surveille les facteurs hémodynamiques et la tension qui doit s'améliorer. On doit mettre notre patient sous monitorage, surveillance clinique, force cardiaque, la pression artérielle médiane, la diurèse. On doit surveiller les marbrures qui doivent disparaître, la fréquence respiratoire, scoper les patients. Notre cible de ce remplissage, c'est avoir une pression artérielle moyenne supérieure à 65. Donc, si on peut atteindre cet objectif, c'est bon, on est en sepsis, on n'est pas dans la définition de choc septique, parce qu'on n'a pas eu recours aux drogues. Et malheureusement, en cas d'échec, si on a fait un très bon remplissage, et malgré ça, la tension n'est pas augmentée, la pression artérielle médiane n'est pas augmentée supérieure à 65 mmHg, là, on est obligé d'introduire, c'est après l'échec de remplissage, la première heure, des drogues qui vont aider le cœur, qui vont relancer le cœur, c'est les drogues vasopressives. On peut donner le traitement de choix, c'est la noradrénaline en première attention, 0,5 à 1 mg par heure IV, sinon la dopamine. Et là, normalement, ça devrait marcher, les tensions vont augmenter. C'est des trucs qui sont pris en charge, des malades lourds, qui sont pris en charge en réanimation, avec un taux de mortalité quand même, il est entre 25 à 40%. On a vu que l'organisme souffre, le cerveau souffre, les reins souffrent à cause de manque d'oxygène. L'oxygénothérapie est très importante, administrée par masque ou lunettes nasales. Dans les formes sévères, on est obligé même intuber et ventiler mécaniquement les patients. En même temps, avec le remplissage, c'est une urgence thérapeutique. Il faut toujours traiter l'étiologie. La cause de cette sepsis ou de choc septique, c'est une infection bactérienne, et dans notre cas, c'est les BGN. Dans l'heure du choc septique ou du sepsis, il faut rapidement, on essaie de faire le prélèvement rapidement, les hémocultures, les CSPU, et on donne un traitement probabiliste qui va cibler la majorité des bactéries. Il doit être efficace à large spectre. Donc l'association probabiliste qu'on peut donner initialement, c'est les céphalosporines de troisième génération, le céfotaxime ou la ceftriaxone, la rosifluclafuron, associé à un aminoside qui soit gentamicine ou amikacine pour avoir un effet synergique et essayer rapidement de détruire ces bactéries. Alors, une fois on détruit les bactéries, on va diminuer la réaction inflammatoire. On peut désescalader après en monothérapie. Dès qu'on a l'antibiogramme, on peut changer de traitement. Soit c'est un germe très sensible, on peut descendre vers des antibiotiques moins larges. Si il s'avère que c'est un germe multirésistant, on donne des traitements adaptés. La durée de traitement, c'est 7 à 10 jours, sauf que le patient ne répond pas, il est lent à répondre au traitement, ou bien le foie est très important, non drainable, il y a une collection abcée qu'on ne peut pas drainer, ou bien un patient immunodéprimé, on peut prolonger jusqu'à même 2 semaines. C'est un tableau qui va nous guider selon la porte d'entrée. S'il y a un foyer digestif biliaire, on peut donner la céfotaxime ou cette réaction, c'est C3G. On peut associer des fois des flagyles, parce que généralement il y a une participation des anaérobies. Pour les infections urinaires, C3G
plus ou moins amyloside. En cas d'allergie, on peut donner le fluoroquinolone, si allergie. Pour les pneumopathies, toujours c'est C3G, mais on peut associer des fois des macrolides si on n'est pas sûr. Tout ça, c'est des traitements probabilistes. Pour les foyers communautaires, c'est toujours C3G plus amyloside, mais pour les patients hospitalisés dans un service, il est préférable de donner des antibiotiques spécifiques pour certains germes de menace, à savoir le cefepime, ceftazidime, imipenem, amikacine. Toujours dans le traitement étiologique, il ne faut pas oublier, c'est très urgent, c'est important, d'ablation des cathéters. Parce que les ports d'entrée, s'ils sont toujours là, le choc septique, le sepsis ne va pas partir parce que les bactéries adhèrent au matériel étranger et ils sont entourés d'un film, biofilm, et l'antibiotique ne peut pas les atteindre. Ce qui fait ablation des cathéters, descente des tissus infectés, même pour les tissus morts, drainage des abcès, péritonite, il faut opérer. Ça ne sert à rien de traiter et remplir si on a péritonite. Il faut un geste médico-chirurgical. Ça peut devenir par moment des urgences médico-chirurgicales. Drainage des abcès, des collections, les fasciites, les dermo-hypodermites, nécrosotes, toujours parage. Des fois, ça peut aller même de l'amputation en cas de gangrène. Les rétentions, il faut rétention urine infectée, il faut drainer, il faut enlever tous les matériels étrangers. D'autres mesures, selon les études, selon les écoles, certains auteurs préconisent une corticoïde et de l'insuline parce qu'ils ont remarqué que dans les états sévères de sepsis, de choc septique, il y a une hyperglycémie, il y a un diabète qui s'installe, qui est déclenché, qu'il faut mieux le traiter par une insulinthérapie. Donc, en conclusion, le sepsis, le choc septique, ABGN, c'est des syndromes cliniques qui sont graves, qui sont responsables d'un dysfonctionnement d'organes, peut être potentiellement mortel par un dérèglement de la réponse à l'infection. C'est pour ça qu'il est très important de la reconnaissance précoce en utilisant ces scores QuickSOFA et SOFA, savoir les patients qui sont en train de faire un sepsis ou un choc septique. La prise en charge doit être très précoce, rapide. L'antibiotique dans l'heure et contrôler la source précocement la source de l'infection. Et rapidement, il faut toujours avertir le réanimateur en cas de suspicion de sepsis ou en cas de choc septique. Voici quelques références et je vous remercie pour votre attention et bon courage.